première chaîne. Donc, votre visite au Kazakhstan se termine. Vous avez fait des rencontres de haut niveau. Comment évaluez-vous les perspectives? Très bien. Le Kazakhstan, je l'ai dit à plusieurs reprises, est non seulement notre allié, notre partenaire, un partenaire fiable, mais au-delà de ça, le Kazakhstan se développe de façon très réussie, comme sous la direction du président Tokayev. Il a démontré une croissance stable, fiable, une politique et sociale stable dans le pays, très stable dans le domaine de l'économie, de l'investissement, des milliards d'investissements dans l'économie. Pour le Kazakhstan, il y a 30 milliards d'échanges commerciaux et cela va croissant. Il y a également une coopération importante dans le domaine de l'énergie, de l'espace, des hautes technologies, projets sur l'énergie qui vont permettre de développer notre coopération vers l'atome. Il s'agit, le Kazakhstan est l'un des plus importants traiteurs d'uranium. C'est important aussi, il y a l'industrie, nous avons de très bonnes perspectives de coopération. L'un des problèmes était et demeure le problème des comptes, mais tout cela est passé. Maintenant, on est à 80% d'échanges en devises. Donc les problèmes des paiements, maintenant nous sommes passés en devises. Mais au-delà de ça, nous travaillons sur les questions humanitaires et culturelles. C'est un pays qui est quasiment russophone. Malheureusement, beaucoup pensent ont toujours des critiques sur ces processus, que ce soit de la société russe ou de la société du Kazakhstan. Mais nous travaillons dans l'intérêt des États, nous travaillons y compris dans l'intérêt russe, mais nous voulons renforcer nos liens et nous ne prendrons aucune mesure susceptible d'endommager ces liens. Que ce soit l'énergie, c'est un domaine traditionnel. Nous avons de grands projets, les transports, les ressources énergétiques. Donc, il y a une situation où il manque, par exemple, sur un territoire du Kazakhstan, il manque du gaz naturel, et nous faisons tous les efforts nécessaires pour octroyer au Kazakhstan, qui a un territoire très important, et le nôtre aussi est très important, et c'est important d'unir nos deux territoires. C'est pourquoi, naturellement, nous sommes des partenaires et des alliés naturels. Et voilà donc les perspectives. Hier, nous nous sommes réunis de façon informelle. Nous avons discuté toute la soirée, après le déjeuner, nous avons discuté des perspectives et, je le répète, ces perspectives sont très positives. Alexei Golovko, Tsiklon Russie. Vous avez dit qu'il y avait eu un référendum qui a recueilli une majorité, mais est-ce que vous avez discuté des sujets du référendum, notamment vis-à-vis de Rosatom? Oui, nous avons discuté de tout cela au cours de nos discussions, que ce soit en comité restreint ou en comité plus important. Nous avons discuté des questions de l'énergie comme n'importe quel fournisseur
clients, nous avons discuté des échanges. L'entreprise Rosatom est l'une des entreprises les plus importantes dans le monde, y compris en matière de quantité de centrales à l'étranger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il n'y a pas simplement des centrales électriques, mais nous travaillons dans l'ensemble du secteur. Nous préparons, nous formons du personnel. Nous fournissons le matériel nécessaire pour le traitement du combustible. Nous développons la recherche et le développement dans le domaine nucléaire. Et bien sûr, le président du Kazakhstan et nos collègues et nos amis du Kazakhstan, pour eux, c'est pas une nouveauté, mais c'est très important. Je le répète, il y a des entreprises qui travaillent, donc nos entreprises travaillent pour l'extraction d'uranium. Nous leur fournissons ce qu'ils veulent, ce pourquoi ils sont prêts à payer et ce qu'ils veulent recevoir. C'est pourquoi nous avons tenu des discussions très professionnelles où nous avons entendu les souhaits de notre partenaire du Kazakhstan. Nous avons pris des décisions, y compris des décisions avec des pays tiers qui souhaitent travailler avec nous, avec des spécialistes. Ça aussi, c'est possible. Rosatom a cette expérience, une expérience de travail avec des partenaires étrangers. Nous travaillons et les décisions finales, évidemment, et définitives appartiennent aux clients. Et tout est possible, bien sûr, avec un pays comme le Kazakhstan. Et ce serait étrange, en réalité, si le Kazakhstan, qui, comme je l'ai dit, peut se prévaloir des plus grandes réserves d'uranium du monde, eh bien, nous ne travaillons pas sur les questions d'extraction, etc. Et les dirigeants du Kazakhstan, ils sont prêts. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Nous travaillons, Rosatom travaille avec 20 pays, elle a 20 représentations à l'étranger, et Rosatom est l'entreprise la plus importante dans le domaine, comme l'atteste l'AIEA. NTV. Monsieur le Président, suite au sommet, comment évaluez-vous l'état de l'OTSC? Est-ce que l'organisation est vive ou morte? Qu'en est-il de la situation de l'Arménie? Alors, pour l'OTSC, elle n'est pas simplement vivante. Elle est vivante et elle se développe. Et tous les pays qui participent activement à ces travaux veulent préserver les contacts, maintenant et pour l'avenir. Pour ce qui est de la situation dans le monde, elle est compliquée. Elle est compliquée non seulement pour les événements qui ont lieu sur le théâtre des événements. Il y a différents événements aux frontières des pays de la STEI, avec les frontières avec l'Afghanistan, ce qui nous donne la possibilité, eh bien, de calmer les choses. Se déroule en Afghanistan un processus difficile et nous espérons que nous allons pouvoir travailler à l'apaisement avec l'Afghanistan et nous ne pouvons pas ne pas être attentifs à la situation. Il s'agit de stabiliser la situation. Nous avons des relations avec l'Afghanistan. Ces relations vont se développer. Monsieur Shoigu s'est rendu en Afghanistan. Il m'a fait part des résultats de ces rencontres. Donc la situation est certes compliquée et elle exige notre attention, y compris avec les pays de l'OTSC. L'OTSC ne s'occupe pas simplement des questions militaires, elle s'occupe également de la lutte contre la criminalité. Donc il y a du travail et avec tous ceux qui sont intéressés, eh bien, nous allons travailler. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour ce qui est de la position au sujet de l'Arménie. Chaque pays a le droit de choisir ce qu'il veut faire pour garantir sa sécurité. Je crois que la situation d'aujourd'hui entre l'Arménie et l'OTSC dépend des questions de politique intérieure de l'Arménie. Tout ceci est lié aux conséquences liées au Karabakh.
Vous comprenez, j'en ai parlé à plusieurs reprises, vous savez, et tout ce qui se passe n'a rien à voir avec le TSC. L'Arménie donc et l'ODKB, donc l'ODKB, c'est l'Arménie n'a pas reconnu le Haut-Karabakh comme État particulier et n'a pas reconnu le périmètre. Donc tout ce qui se passe au Karabakh, eh bien, du point de vue de l'Arménie n'a pas de parce qu'elle ne peut pas avoir de prétention. Donc penser que l'OTSC peut résoudre le problème, je ne sais pas. Mais bien sûr, mais cela étant dit, c'est une question extrêmement sensible et de son côté, de notre côté, nous ne pouvons pas toujours donner des évaluations. À l'intérieur, c'est toujours difficile et à mon avis, n'importe quel pays, n'importe quel membre de l'organisation doit pouvoir déterminer ce qui correspond à ses intérêts nationaux. Et nous allons bien sûr aider à travailler en ce sens. L'Arménie a déclaré qu'elle voulait faire une pause, mais elle soutient l'ensemble des documents qui sont adoptés et qui l'ont été aujourd'hui lors de la séance de négociation et elle attire notre attention en ce sens. Alors si tel est le cas, eh bien, la possibilité existe sur le fait que l'Arménie va pouvoir reprendre sa place dans le cadre des travaux de l'OTSC. Je le répète à nouveau, les décisions définitives peuvent être prises aussi avec l'Arménie. Izvestia, Monsieur le Président, aujourd'hui, en vous exprimant donc, lors de du comité à composition interne, vous avez dit que Moscou donnerait une réponse aux frappes de missiles américains. Deux fois après la réponse. Donc, parce que c'est la deuxième fois déjà qu'il y a des missiles qui frappent la région de Koursk. C'est minimal, mais le fait existe que l'utilisation elle-même fait que nous ne pouvons pas ne pas être attentifs. Vous avez souligné que Moscou était prête à répondre à l'escalade de la part des Occidentaux. Je ne l'ai pas souligné, j'ai dit que nous l'avons fait aujourd'hui. Oui, alors lié à cela, notre question, excusez-moi, notre question, quelles sont mesures que la Russie est prête à prendre? Et à votre avis, est-ce qu'il y a un risque d'utilisation des missiles américains pour frapper la Russie aujourd'hui? Alors, vous savez, ça dépend des Occidentaux, c'est ce qu'ils font. S'il y a des risques de frapper le territoire russe, là aussi, je l'ai dit, bien sûr qu'ils existent, les risques. Ça dépend de l'implication directe des pays occidentaux au conflit armé. Si les spécialistes le disent, et ils sont d'accord sur le fait que des frappes ont lieu, et bien sûr, tout ceci existe, et je l'ai dit, aujourd'hui, ils ont reçu une réponse depuis 2 jours. Donc la réponse a été assez globale. 90 missiles qui ont frappé, et 100 drones. Donc nous avons frappé 17 sites, sites industriels, militaires et sites de préservation, etc. Donc des entreprises, par exemple, de défense. Je veux le répéter, je le répète encore, bien sûr, nous allons répondre à chacun des actes d'agression contre la Fédération de Russie. Quelles que soient les armes, quel que soit le temps, quels que soient les sites frappés, nous allons répondre. Et
chaque frappe devra avoir son correspondant. Par exemple, s'il y a des missiles qui frappent, eh bien, nous allons répondre avec les moyens, y compris, et je l'ai dit, nous n'excluons pas l'utilisation des missiles Areshnik sur des sites militaires, sur des sites militaro-industriels, sur des centres de prise de décision, y compris à Kiev. Je veux dire par là que tant que les autorités de Kiev continueront à frapper nos sites et les lieux de vie, que ce soit à Saint-Pétersbourg ou ailleurs, eh bien nous continuerons. Bonsoir, Pavel Zarubin. Aujourd'hui, vous avez beaucoup parlé d'Oreshnik et la presse occidentale dit qu'il y avait des explosifs dans l'ogive de l'Oreshnik. Si c'est le cas, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous pourriez nous dévoiler quelques autres précisions sur les recherches secrètes que nous faisons chez nous, que nous avons, comme vous l'avez dit, dans le menu? Vous comprenez, si j'ai dit que nous menons des essais de lancement, de tir de ces missiles, cela signifie que nos recherches visent précisément à perfectionner ce système d'armes. C'est le cas. En ce qui concerne les possibilités de frappe, je l'ai dit aussi, et si on utilise certains de ces systèmes pour effectuer des frappes, donc on utilise 2, 3 ou 4, ce sera en puissance de feu comparable à une arme nucléaire. Mais l'arme nucléaire, d'abord, elle est très précise, mais ce missile est aussi précis. Et là, il n'est pas équipé d'une ogive nucléaire. En tout cas, sur la force de frappe, sur la puissance de feu, c'est équivalent. Donc, sur le fait de savoir s'il y avait un explosif ou pas, encore une fois, ce que je vous dis, c'est que le tir avait pour objectif de vérifier que ce système fonctionne. Les spécialistes comprendront là très bien ce que je veux dire quand je parle de perfectionnement. C'est avant tout, il s'agit de vérifier la portée et l'ogive. Donc plus la portée est grande, moins la quantité de charge explosive est importante. Plus la distance est courte, plus la capacité d'emport est importante. C'est proportionnel. Il s'agit ici d'une question de charge utile. Et pour les différentes cibles à différentes distances, nous avons différents types de missiles avec différents types d'armement pour ces missiles. Et là, c'est un travail complexe qui nécessite donc des efforts supplémentaires, des recherches supplémentaires. En ce qui concerne ce missile que nous avons utilisé, en qualité de charge, nous avons utilisé des éléments qui, je l'ai déjà dit, sont suffisamment puissants, qui provoquent une température qui peut dépasser 4000 degrés Celsius. On peut voir jusqu'entre 4000, peut-être même 6000 degrés au lieu de l'impact. C'est comme une météorite. On sait que dans l'histoire, il y a eu des météorites qui sont tombées, on sait quelles ont été les conséquences de ces chutes, on a eu des lacs qui se sont formés, etc. Le météorite de Tunguska, par exemple, ici, c'est la même chose. La puissance de frappe ici, on a tout ce qui est au centre qui se transforme en cendres. Et donc, les sites situés en profondeur, au niveau de 3 ou 4 étages en profondeur,
c'est même pas des étages, ça peut être des étages qui sont renforcés, blindés. Donc la puissance de feu est très forte. Et on peut ajouter encore, et cette puissance de feu sera encore augmentée. Donc le modèle est prêt, et il est prêt à fonctionner comme prévu. C'est ce que ces concepteurs voulaient, c'est une arme de haute précision. Oui, nous avons parlé d'Oreshnik, du missile Oreshnik après l'essai. Nous sommes arrivés au point où nous avons procédé à un essai et nous avons vu le résultat. Et c'est après qu'on l'a dit. Donc c'est le cas où l'agitation est superflue. Ce n'est pas nécessaire. TASS, la presse occidentale écrit déjà que certains responsables politiques aux États-Unis, en Europe, proposent de restituer l'arme nucléaire à l'Ukraine. Selon vous, est-ce qu'une telle évolution est possible? Quelle est cette forme d'escalade? Et si cela arrive, effectivement, si effectivement des armes nucléaires sont transmises à Kiev, quelle sera la réaction de la Russie, peut-être à titre préventif? Est-ce que le statut non nucléaire de l'Ukraine est un facteur important pour le règlement de la situation? Écoutez, réfléchissez. Vous voyez, c'est une question de bon sens. Si dans leurs armes, ils placent des charges qui sont nucléaires, qu'est-ce qu'on doit faire? On va utiliser tous, et je souligne, tous les moyens à notre disposition pour frapper. Tous. Cela, nous ne le permettrons pas. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce genre de déclarations ne peuvent être faites que par des gens qui sont totalement irresponsables, qui n'assument pas les responsabilités et qui n'assument pas du tout ces responsabilités face à leur pays et face au monde d'une manière générale. Troisièmement, si quelque chose est transmis officiellement, à ce moment-là, il y aura une infraction à tous les engagements de prolifération des armes nucléaires qui a été conclue. Nous suivrons chaque pas qu'ils feront. Donc, nous avons eu, à l'époque soviétique, donc il y avait eu des progrès technologiques qui ont été faits, qui ont été perdus complètement, peut-être pas complètement, mais en tout cas, qui ont été perdus. Donc, aujourd'hui, repartir pour l'Ukraine de zéro, c'est quasiment impossible. On parle de bombes sales ou des choses comme ça, avec des déchets de centrales nucléaires. Oui, ça peut être utilisé. Mais en tout cas, la riposte sera parfaitement appropriée à la menace. Allez-y. Andrei Kolesnikov, commerçant. Monsieur Poutine, quand vous avez parlé de la possibilité de frappe sur des centres de prise de décision, vous n'avez pas précisé. Vous aviez quoi en vue? Des centres de décision militaires ou politiques? Et autre chose, en tant que commandant-chef des forces armées russes, ces frappes sur des centres de prise de décision, elles sont possibles à l'aide de missiles Oreshnik ou d'autres missiles, mais qui n'ont peut-être pas la même capacité? Il y avait une plaisanterie à l'époque soviétique. On disait à propos de la météo. Aujourd'hui, dans la journée, tout est possible. À vous, s'il vous plaît. Chaîne Life. Le dollar et l'euro sur la bourse sont à des niveaux records. Le rouble a perdu beaucoup. Bon, ça a modifié un petit peu autour de la journée, mais aujourd'hui, il y a une panique. Est-ce que vous pouvez donner un taux réel d'inflation en Russie, un niveau réel de salaire moyen aussi? Oui, vous avez décidé d'y aller, oui. D'abord, en matière d'inflation, ce que dit la Banque centrale, ce n'est pas inventé. C'est facile à vérifier. L'inflation réelle, on peut la voir
n'importe quel centre d'analyse indépendant peut le voir. Ce n'est pas forcément des institutions financières qui peuvent le regarder. Donc, quand ils disent 0,85 au niveau de la Banque centrale, et certains disent que avec un taux directeur supérieur à 20%, c'est beaucoup trop. Mais si les prix augmentent, effectivement, nous avons besoin de réfléchir. Est-ce que ce taux directeur est trop ou pas? Il y a des instruments qui permettent de lutter contre l'inflation sans augmenter le taux directeur, ça existe. Différents instruments dont dispose la Banque centrale et qu'elle peut utiliser dans le domaine bancaire en fonction des ressources qu'ont les banques, avec des questions de crédit, et notamment le gouvernement peut intervenir en facilitant le crédit, les hypothèques pour la population, avec des crédits sociaux, etc. Il y a beaucoup d'autres instruments. Mais au niveau de la Banque centrale, conformément à la législation de la Fédération de Russie, elle doit prendre une décision définitive. En ce qui concerne les évolutions du cours du rouble, ce n'est pas lié seulement à l'inflation, c'est lié aux questions de rentrée budgétaire, c'est lié au prix du pétrole, c'est lié à beaucoup de facteurs, et notamment des facteurs aussi saisonniers. Et donc, la situation est sous contrôle. Il n'y a pas vraiment de motif de panique, comme vous avez dit. Il n'y a pas vraiment de motif. Et dans notre pays et dans les pays voisins, il y a des processus qui sont complexes, mais qui restent sous contrôle. À vous? Bonsoir, M. Poutine. Récemment, vous avez une discussion téléphonique avec le chancelier allemand Scholz. Pendant presque 2 ans, vous ne vous étiez pas parlé. Est-ce que c'était une surprise pour vous que le chancelier Scholz ait été le premier parmi les Occidentaux à reprendre contact avec vous? Quel était l'objectif de cette discussion? D'abord, les contacts se maintiennent. Ça vous paraît peut-être étrange, mais enfin, avec beaucoup de pays avec lesquels nous avons des contacts difficiles. Je n'ai pas forcément des contacts avec les dirigeants, mais je sais que certains manifestent le souhait de reprendre le contact pour aborder les questions d'actualité liées aux événements d'Ukraine et à d'autres questions dans le contexte européen. Donc, effectivement, le chancelier allemand, M. Scholz, a été le premier à rompre ce silence. Rien d'inattendu pour moi. Il y avait déjà des signaux qui avaient été transmis sur le fait qu'il y avait ce souhait d'établir une discussion depuis déjà longtemps. Comme vous le savez, nous sommes toujours ouverts à tous ces contacts. Nous avons été, et moi compris, nous n'avons jamais refusé ce genre de contact et de les poursuivre à l'avenir. Et si d'autres veulent s'entretenir avec nous, mais nous sommes ouverts. En ce qui concerne le chancelier, c'est une discussion qui a été assez longue, elle a duré toute 1 heure, et nous avons parlé essentiellement de la situation en Ukraine, mais il n'y avait là rien d'extraordinaire, ni pour lui ni pour moi. Il a exposé sa position, j'ai exposé la mienne, et nous avons chacun gardé notre position. Il y avait d'autres questions sur nos relations bilatérales, mais plutôt comme ça, en marge. Mais d'une manière générale, le dialogue est possible à l'avenir. Allez-y. Station radio Mayak. Une famille à Nabережной Челны est prête à nommer son enfant qui vient de naître Oreshnik. Et si c'est une fille, c'est ça, Oreshnitsa. Vous avez entendu parler de cette nouvelle? Et s'il le fait, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer ces gens-là? Vous savez, c'est ces questions familiales qui voient ça aussi avec les grands-parents. Ce serait même ce serait même meilleur que de discuter avec moi. Donc, aux futures mères, ce que je veux souhaiter surtout, c'est que tout le monde soit en bonne santé et que le choix du prénom de l'enfant
Encore une fois, c'est une question purement familiale. Je n'ai rien à commenter et je leur adresse mes vœux les plus sincères. Comment? Bonjour, chaîne Zvezda. Ces derniers temps, dans beaucoup de pays voisins de la Russie, il y a eu ou il doit y avoir des élections à des niveaux différents. On peut évoquer la Géorgie, l'Abkhazie, la Roumanie, la Moldavie. Et le scrutin dans ces pays s'accompagne souvent de manifestations de masse et les responsables politiques proches des positions occidentales accusent leurs opposants de vouloir casser la démocratie. Ils accusent la Russie d'ingérence dans les politiques intérieures de ces pays. Comment vous voyez la situation? Est-ce que vous voyez une menace de nouvelles révolutions oranges dans ces pays? Est-ce que vous voyez plutôt la volonté des électeurs de restaurer des relations normales avec la Russie? En tout cas, la première chose, c'est malgré tous les contacts que nous avons avec les pays de l'ancienne URSS, en particulier la Géorgie, il y a des contacts qui se manifestent des deux côtés, de la part de la Russie et de la part de la Géorgie. Mais sur le plan officiel, nous n'intervenons jamais dans les processus politiques intérieurs. On ne touche pas à ça. En ce qui concerne l'ingérence occidentale, je ne peux pas me prononcer sur nos collègues, entre guillemets, occidentaux, parce que si on regarde la situation, et on le sait, si on voit le nombre d'acteurs au niveau de différentes organisations non gouvernementales qui interviennent dans ces pays et combien d'actions sont liées à cette influence, ça nous donne un tableau général assez fiable de la situation. Et on voit le nombre de gens qui reçoivent de la part de ces ONG pour une activité politique dans leur pays. Donc, regardez objectivement cette situation. C'est une information semi-publique. Qui paye? C'est celui qui commande la musique. Voilà. Et sur place, ils exécutent la musique qu'on leur dit d'interpréter. Et donc en Géorgie, j'ai regardé avec étonnement tout cela et je continue à être étonné. Nous n'avons pas de relation avec cette classe politique géorgienne, mais j'étais étonné de voir le courage qu'ils ont manifesté, de défendre leur point de vue. Je ne vais pas donner d'appréciation sur ce point de vue, mais en tout cas, d'une manière générale, on voit des processus similaires dans différents pays, ceux que vous avez évoqués. Voilà, c'est tout. Si ma réponse peut vous satisfaire. Allez, 1, 2, 3, là-bas. Allez-y, je vous en prie. Merci. RT arabe, Monsieur le Président, vous avez dit plusieurs fois que vous étiez prêt à discuter sur l'Ukraine. Vous avez énoncé les conditions pour ouvrir de telles négociations. Après que l'Oreshnik a montré sa puissance, est-ce que votre position a changé? Alors peut-être que vous n'avez pas été assez précis. Je n'ai pas formulé de conditions préalables pour commencer des discussions. J'ai parlé des conditions de paix pour nous. Et ces conditions de paix, à long terme, de façon stable, doivent être telles, telles et telles, et elles sont clairement stipulées dans mon discours de juin aux autorités du ministère de la Défense et du Conseil de sécurité. Nous avons suffisamment d'armes et je comprends qu'on est tous conscients que l'apparition d'une arme telle que le missile Oreshnik renforce la position militaire de la Russie
disons-le franchement, ce n'est pas une arme nucléaire, mais le résultat de son emploi, surtout si plusieurs missiles sont utilisés sur la même cible, correspondent à la puissance de feu d'une arme nucléaire. Donc ça signifie quelque chose. C'est la première chose, et c'est vrai. Mais avec l'apparition de nouveaux systèmes de défense au pluriel, nos relations, notre attitude vis-à-vis d'un règlement en Ukraine n'ont pas changé. Nous sommes toujours prêts à négocier, petit a, petit b, dans les conditions que j'ai exposées dans mon discours au mois de juin à Moscou. Rien n'a changé. À vous ? Journal Arguments et Faits. Ces derniers temps, on parle beaucoup d'armes d'haute précision. Il y a Oreshnik, il y a les drones. Ces derniers temps, la presse occidentale dit que de nouvelles puces sont communiquées aux utilisateurs ukrainiens pour contrer les moyens de lutte électronique de l'armée russe. Où on en est, et après, les gens qui conduisent des pilotes, qui pilotent des drones, font partie d'unités à part. Qu'est-ce que c'est ? Alors, sur les nouvelles puces utilisées et d'autres matériels techniques pour utiliser les drones, oui, ça c'est possible. Les drones sont utilisés largement par les deux parties et par l'armée ukrainienne. Nous les utilisons plus, mais eux, ils en utilisent beaucoup, ça c'est clair. Ils ont commencé. D'abord, nous avions commencé, ensuite, ils nous ont suivis. Donc, des drones commandés depuis la Terre. Donc, il y a des moyens de lutte électronique contre cela. Maintenant, il y a des nouvelles puces qui permettent d'éviter ça. Et donc, il y a un échange d'informations qui se fait très rapidement. Et il y a donc un enrichissement. Et qui réagit plus vite, celui qui réagit plus vite, à ce moment-là, peut gagner. Nos militaires ont appris à réagir immédiatement, quasiment immédiatement, sur le terrain, sur place, tout de suite, dans les zones de combat. Et donc, nous avons des gens qui ont une très bonne formation. Quand je vois les rapports qu'on me remet, et quand je les lis ou que je les écoute, je vous le dis ouvertement, je suis impressionné. Dans la zone des combats, on a des gens qui ont fait des études supérieures, qui sont des ingénieurs, qui sont sur le terrain et qui font des miracles. Et pourtant, les drones, aujourd'hui, c'est finalement un des facteurs essentiels de la réussite des combats. Mais aujourd'hui, je l'ai dit en petit comité au sein de l'OTSC, est-ce que cela va changer au fond quelque chose sur le champ de bataille? Non. L'armée russe est à l'offensive pratiquement sur toute la ligne du front et je pense que ça va continuer petit à petit. Nous allons occuper de nouvelles positions comme maintenant grâce à l'héroïsme de nos soldats. Et c'est vrai. Et vos collègues qui sont sur le terrain, les correspondants de guerre, en parlent de façon tout à fait convaincante. À vous ? Oui, je sais aussi, on réfléchit à cela. En ce qui concerne l'organisation de ce travail, je suis d'accord, c'est très important. L'organisation de telle ou telle activité est importante puisque cela conditionne le résultat. Nous sommes en discussion avec le ministère de la Défense là-dessus. Nous avons un ministre actuellement, le ministre de la Défense, qui est économiste de formation, mais qui en tout cas est très au parfum de toutes ces questions, notamment des questions de drones. Quand il était vice-premier ministre, il a beaucoup travaillé là-dessus. Il a étudié toute la dimension matérielle de cela avec les spécialistes pour l'organisation de cette activité. Et c'est très important, je suis d'accord.
Interfax, bonjour. Une question sur l'énergie. Suite à la visite d'État que vous avez conduite au Kazakhstan, il y a l'augmentation du passage du pétrole du Kazakhstan vers l'Allemagne à travers la Russie et ensuite du pétrole russe par le territoire du Kazakhstan qui irait vers la Chine. Nous avons discuté de tout. Nous avons discuté des possibilités d'augmenter la circulation du pétrole vers le Kazakhstan sur les marchés mondiaux du pétrole kazakh. Vous savez, au Kazakhstan, il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui travaillent. Elles sont, vous savez, tout ceci, ce produit revêt une nature internationale. Nous avons discuté des questions concernant la non-vente du pétrole en Allemagne. Donc il y a eu du pétrole qui a été fourni à des usines allemandes pour retraitement, pour raffinage. Donc, utiliser des entreprises par des méthodes de non-droit, etc., tout ça, n'est pas possible. Donc, nous allons... ce sont des questions qui sont importantes, ce sont des questions de négociation. Rosneft est prête à discuter avec le régulateur allemand et avec les partenaires concernés, avec n'importe quels autres partenaires, y compris le Kazakhstan. Nous avons discuté aussi des possibilités de créer des nouveaux trajets pour les ventes de nos produits, y compris par la Chine, et aussi à travers le territoire du Kazakhstan. Cela correspond aux intérêts et aux perspectives. Bien sûr, ils devront permettre la stabilisation du marché mondial et de l'économie mondiale, et le Kazakhstan est concerné. Et pour nous, ceci constitue une solution complémentaire. Allez, nous allons terminer, si vous voulez. Allez-y, je vous en prie. RT, vous avez mentionné le chancelier Scholz. J'ai une question au sujet d'un autre chancelier, à savoir la chancelière Merkel, qui a raconté une histoire selon laquelle, en 2007, elle vous a rencontré à Sochi et elle a rencontré votre chien. Elle vous a rencontré avec votre chien. Oui, c'était... Donc, elle se souvient de votre chien. Elle l'a même caressé, et elle s'est même promenée avec. Et Angela Merkel a peur des chiens, apparemment. Et elle a écrit que vous avez exploité cette peur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se sont passées les choses? Puisqu'il y a un moment où la chancelière est venue chez vous, vous avez discuté en allemand avec elle. Et est-ce que tout ceci peut se refléter sur la situation actuelle avec les Orechnik? Alors d'abord, pour ce qui est des chiens. Oui, c'est vrai. Effectivement, ça s'est passé comme vous le dites. Madame Merkel est venue en visite chez nous. Et mon chien est sorti. Et je ne savais pas qu'elle avait peur des chiens. Si j'avais su qu'elle avait peur des chiens, je ne me serais jamais permis ce genre de choses. Je pensais au contraire que cela était de nature à créer une ambiance agréable. Vous savez, j'ai vécu moi-même en Allemagne, en Europe, et où il y a beaucoup d'animaux domestiques. Et au contraire, je pensais que ça lui était agréable. Alors, ça arrive, il y a des gens qui ont peur des chiens.
Ça parce qu'ils se sont fait morts, donc pour d'autres raisons. Mais dès que je l'ai su, je me suis immédiatement excusé. J'ai dit, Angela, excuse-moi, je ne savais pas. Voilà, donc je n'aurais jamais utilisé ce genre de choses. C'est étrange, pour moi c'est inattendu, nous avons discuté et les médias, et donc je me suis excusé, j'ai dit Angela, excuse-moi, je ne voulais pas te faire du mal ou te faire peur, au contraire, je voulais créer une ambiance agréable pour nos discussions. Je m'excuse et s'il fallait le faire, je le ferai. Donc, en aucun cas, je n'utiliserai quoi que ce soit. Mais pour discuter des questions les plus sérieuses, liées à nos relations avec les Européens et les Occidentaux, il y a vous savez, pour pouvoir faire de la Russie une partie de ce qu'on appelle faire adhérer la Russie à ce qu'on appelle l'Occident civilisé, en détruisant le mur de l'idéologie qui existait, mais il y a des questions à caractère géopolitique, avec des intérêts géopolitiques, et parfois il s'agit que nous trouvions notre place, et parfois on nous met dans un coin. Et donc, on a utilisé des forces terroristes contre nous au Caucase et nous avons réglé ces problèmes. Mais qu'est-ce qu'il faut pour améliorer nos relations? J'ai toujours demandé. Mais si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Et donc, je l'ai proposé, et toutes nos propositions n'ont jamais été entendues. Oui, je sais. Alors, les dirigeants européens disent qu'on n'a jamais été contre, etc. Mais nous étions contre le fait que l'Ukraine aille dans l'OTAN. Et j'ai dit, vous le savez, mais pourquoi en 2008 on a ouvert la porte à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN? Les Américains le savaient. Et si demain c'est la même chose, eh bien vous allez faire la même chose. Vous allez signer un document disant que l'Ukraine est membre de l'OTAN. Et la position des États-Unis n'a pas changé depuis lors. Alors, nous n'allons pas. Maintenant, ils disent qu'on ne va pas prendre l'Ukraine dans l'OTAN maintenant parce que l'Ukraine n'est pas prête. Eh bien, lorsqu'elle sera prête, ils vont la prendre. Et ils sont toujours... Mais alors, ce qui se passe actuellement, cela se passe aux yeux du monde. Et l'Europe a arrêté d'exister comme centre indépendant et souverain de la politique mondiale sous l'administration américaine. Donc, même à son propre détriment, à ses propres dépens. Et je l'ai dit, au plus haut niveau, même dans les plus hauts postes, eh bien, cela se fait avec l'approbation des services spéciaux américains et contre les intérêts du peuple allemand.
Les vecteurs énergétiques, par exemple, sur le marché des États-Unis, dans certains États, sont de 3 à 5 fois moins chers qu'en Europe ou qu'en Allemagne. Mais bien sûr, toutes les entreprises ferment en Allemagne et déménagent aux États-Unis. Mais les Américains sont un peuple pragmatique et ils savent où sont leurs intérêts. Mais vous savez, les Américains savent exactement ce qu'ils doivent faire et ils savent où sont les rapports de force. Les entreprises ferment, les entreprises chimiques ferment, les entreprises de fabrication de produits manufacturés ferment. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit rien. Et il y a un processus politique en cours. Mais comment discuter avec de tels partenaires? Sur quoi pouvons-nous nous mettre d'accord? C'est pourquoi ce n'est pas de notre faute si l'Europe s'est autant dégradée. C'est le résultat de l'état intérieur de l'établissement européen et des politiciens européens. Mais j'espère que cela passera finalement et que les relations avec l'Europe dans son ensemble et avec les États européens en particulier s'amélioreront. C'est dans l'intérêt de la Russie et c'est dans l'intérêt de tous les Européens. Ils ne sont ni plus ni moins intéressés que nous. Je pense même qu'ils le sont plus. Il y a un propre intérêt à avoir des relations avec la Russie. Et j'espère, en tout cas, que cela aura lieu. Mais nous verrons. Voilà, écoutez, maintenant on a terminé. Je vous remercie. Je vous en prie. Ria Novosti. Je voudrais revenir à la question de l'OTSC. Conformément aux accords de sécurité collective, s'agissant de l'agression militaire contre n'importe quel État partie, à sa demande, les autres parties membres de l'organisation pourraient lui apporter une aide indispensable. Est-ce que la Russie pourrait s'adresser aux membres de l'OTSC en cas de frappe contre son territoire de la part des Occidentaux? Et est-ce que les gens de l'OTSC seraient prêts à apporter cette aide? Alors vous savez, la position de l'OTSC s'agissant d'une agression, cela ne fait aucun doute. Chaque pays est prêt à agir et à prendre et à respecter ses engagements. Alors, regardons les choses de façon réaliste. S'il y a des armes américaines qui frappaient le territoire russe, ce n'est pas réaliste que notre pays nous vienne en aide. Mais les ressources, les réserves, nous les avons, elles sont en suffisance et nous serons prêts à aider nos voisins si c'est nécessaire. Voilà. Ведомости. S'agissant de l'escalade, suite à est-ce que ceci peut influencer sur les contacts avec l'administration future de Donald Trump? Est-ce que ce facteur est important dans le cadre de ces nouvelles relations ou est-ce que c'est un signal? Nous ne savons pas de quoi parlent M. Trump et le président actuel au cours de leur rencontre. Nous ne le savons pas. C'est pourquoi spéculer là-dessus n'est pas possible. Il peut y avoir différentes variantes. Si le président Biden en exercice pense aggraver la situation, créer des conditions défavorables pour l'administration suivante, eh bien, c'est une variante.
Maintenant, il y a une version possible où l'administration actuelle est en train de créer des difficultés à l'administration future. Ça aussi, c'est possible. Mais pour ce qui est de ma représentation des choses et de ma relation avec le président, je pense que, et le futur président, nous trouverons des solutions. Il y aura, s'il y a des tentatives sérieuses, vous savez, je pense que vous avez été frappé sur le fait que, contre Trump, on a utilisé des moyens de lutte tout à fait non civilisés, y compris à plusieurs reprises des tentatives de meurtre. Et même maintenant, il n'est pas en sécurité. Et dans l'histoire des États-Unis, il y a eu beaucoup de cas, plusieurs cas. Donc, je pense qu'il faut qu'il comprend, il faut qu'il fasse attention. Mais j'ai été frappé par le fait qu'au cours des attaques contre lui, on a utilisé des procédures, des accusations, mais on s'est attaqué aussi aux membres de sa famille, à ses enfants. Même les bandits chez nous ne font pas ça. Quand les groupes criminels se battent entre eux, on ne touche pas aux femmes et aux enfants. On les laisse tranquilles. On se bat, mais et ces gens-là, oui, ils y ont touché. Mais c'est tellement épouvantable que c'est ce de quoi est fait le système politique américain. Et malgré ça, nous sommes prêts à dialoguer avec l'administration future. Merci.